Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, connectés aujourd'hui pour ce nouveau live LinkedIn organisé par l'AFT, organisme hyper spécialisé dans le développement et la promotion de l'emploi dans le transport et la logistique, créé il y a 65 ans. Alors, pour cette nouvelle édition, après avoir évoqué les femmes dans le transport et la logistique, la marque employeur, l'inclusion, la RSE, l'AFT étudie aujourd'hui les nouvelles dynamiques managériales mises en œuvre dans les entreprises de notre secteur. Et pour échanger tous ensemble autour de la table, nous avons réuni 5 intervenants qui étudient ou qui expérimentent ces méthodes innovantes au service de l'autonomie, de la communication et du développement des talents en entreprise. Alors, je démarre à ma gauche par Emeline Bourgault. Vous êtes responsable formation, développement RH et communication pour le groupe Leroy Logistique. Bonjour Emeline. Bonjour. Ensuite, nous avons Guylain Bilodel. Vous êtes dirigeant des transports Delcroix, spécialisé en transport route de matières dangereuses. Oui. Solène Rosio, bonjour. Vous êtes chef de projet département études et projets pour l'AFT. Oui, bonjour. Nous accueillons ensuite Sylvain Baudry. Alors vous êtes aussi dirigeant d'une entreprise de transport, transporteur commissionnaire de transport spécialiste des filières agricoles et agroalimentaires, Logivia. Et vous êtes aussi président FNTR Bourgogne. C'est ça, bonjour. Voilà, et je termine, non des moindres, par Valérie Dequin, déléguée générale de l'AFT. Alors Valérie, on va démarrer ce live ensemble, parce que depuis plusieurs années, l'AFT s'intéresse justement à ces pratiques managériales innovantes, les entreprises apprenantes, tout un tas de termes que vous allez nous développer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi vous vous intéressez à ces pratiques-là et quel rôle elles jouent dans notre secteur? Merci Lorraine, bonjour à tous, et je voudrais commencer mon propos par remercier les entreprises qui sont ici, qui ont accepté gentiment de nous accompagner sur ce sujet-là des pratiques managériales. Alors effectivement, depuis plusieurs années, l'AFT s'est intéressée aux pratiques managériales et elles ont l'AFT a vraiment essayé de s'intéresser aux pratiques. On a fait des études sur ce sujet-là, les jeunes. On a permis également à nos salariés de s'interroger sur quelles étaient les attentes de ces salariés vis-à-vis du management. On a fait cette étude en 2021 et qu'est-ce que nous disent nos salariés, nos jeunes? Ils nous disent qu'ils veulent plus d'autonomie et de flexibilité dans le travail. Ça nous a conduit à nous interroger sur les organisations apprenantes. Qu'est-ce que c'est? Cela permet aux salariés de développer leurs compétences par plus d'autonomie et de flexibilité. Et dans le même sens, France Stratégie, parce que c'est pas France Travail, a émis une étude dans le même temps qui nous dit que les entreprises qui mettent en place des organisations apprenantes, sont plus compétitives, sont plus innovantes et permettent de favoriser les conditions de travail des salariés. Fort de tous ces constats, on s'est rapproché de l'ANACT, que je remercie de nous accompagner, pour voir quels étaient finalement le degré de diffusion de ces pratiques managériales et de ces organisations apprenantes dans le secteur du transport et de la logistique. Et pour cela, donc, on a mené ensemble 3 travaux. Le premier, c'est une grande enquête pour savoir si effectivement on avait dans notre secteur des organisations apprenantes, des entreprises qui mettaient en place ce type de pratiques managériales favorisant la coopération, la responsabilisation et le développement des compétences. Et ça, Solène va nous le présenter. On a également un deuxième volet, puisqu'on est allé chercher 16 entreprises de la branche qui, justement, avaient mis en place ces pratiques innovantes, originales et ces organisations apprenantes. Et elles vont nous en dire beaucoup, puisque ces 16 entreprises vont nous aider finalement à diffuser ces pratiques dans la branche professionnelle. Et là aussi, on va en parler ce matin. Et enfin, on a permis l'accompagnement de 6 entreprises de façon très spécifique pour que justement on les accompagne dans la transformation de leur organisation vers ces organisations apprenantes. Et là aussi, on a énormément de choses à apprendre tous ensemble et on va surtout, et on le dira tout à l'heure sans doute, diffuser la méthodologie de cet accompagnement pour que cela profite au plus grand nombre. Alors vous l'aurez compris, il y a beaucoup de sujets dans le sujet. Solène, est-ce que, comme l'a introduit Valérie, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces fameux travaux? Oui, alors par rapport à ce que disait Valérie, l'AFT a mené au premier semestre 2023 une enquête quantitative qui portait sur les transformations des organisations du travail dans les entreprises et nous avons récolté environ 1900 réponses auprès d'entreprises du secteur réparties sur tout le territoire national.
Et en fait, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y a différentes façons d'apprendre dans les entreprises du transport et de la logistique et différentes façons de pouvoir développer en fait les compétences des salariés. Donc, ce qui est constaté, tout d'abord, c'est que les entreprises mobilisent largement le plan de développement des compétences, mais souvent celui-ci est investi sur les formations périodiques obligatoires, comme les FCO, les CACES ou les formations en lien aux matières dangereuses, qui sont des formations obligatoires et récurrentes. Et en fait, finalement, ça laisse peu de latitude financière aux entreprises pour investir dans d'autres types de formations qui permettent de développer les compétences. Et en fait, du coup, les formations qui développent davantage les compétences des salariés sont souvent des formations en situation de travail, des formations sur le tas, avec, par exemple, la transmission d'un salarié à un autre sur son savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment le premier constat qu'on a pu faire. Et ensuite, de manière générale, l'étude a quand même mis en avant 4 manières ou 4 possibilités pour mieux développer l'apprentissage en continu des salariés. Donc la première manière, c'est d'abord de permettre à des salariés d'occuper différents postes dans l'entreprise. Donc par exemple, certaines entreprises ont mis en place la rotation sur des postes. Ils appellent ça aussi polyvalence, c'est-à-dire qu'en fait, un salarié va pouvoir occuper, en fonction du besoin, différents postes dans l'entreprise, ce qui lui permet de tester de nouvelles pratiques, d'échanger éventuellement un poste avec un collègue qui va le former sur ce poste également, et donc finalement, il va pouvoir monter en compétence d'une certaine manière. Il y a aussi un établissement sur 5 qui a parlé de proposer des missions variées à ses salariés. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point pour développer l'apprentissage, c'est de donner plus d'autonomie aux salariés, dans le sens où, en fait, il y a 40% des entreprises qui conçoivent le management comme un management qui indique les objectifs de travail, mais qui laisse la possibilité à tous les salariés, en fait, de choisir comment y arriver. Donc, il va, en fait, servir de guide, il donne un sens ou un but, et après, c'est aux salariés de décider comment avancer vers cet objectif, ce qui est plutôt intéressant et ce qui donne un degré de responsabilisation important aux salariés. Le troisième point qui peut être mis en avant, c'est d'avoir une intelligence collective et avoir des actions en ce sens, c'est-à-dire qu'on mobilise les salariés autour d'une même thématique. Et l'étude montre, par exemple, qu'il y a 7 établissements sur 10 qui ont pu solliciter les salariés pour justement, par exemple, créer des temps de discussion dédiés à l'amélioration des conditions de travail. Et il y a 80% de ces entreprises qui ont ensuite mis en place des choses concrètes. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent apporter des points d'amélioration aussi pour l'entreprise. Et la dernière façon, c'est de nommer un tuteur référent. Donc par exemple, en fait, dans les entreprises de transport, quand il y a un nouvel arrivant dans, par exemple, un poste de conduite, souvent on nomme un conducteur référent qui a plus d'expérience pour accompagner cette personne sur les tournées. Donc ça peut être une journée, une semaine, enfin en fonction du besoin. Et en fait, cette personne référente va transmettre à la fois son savoir métier, mais aussi le lien au savoir de l'entreprise, les valeurs. Et en fait, ces tuteurs ont un rôle de transmission, aussi bien pour aider les nouveaux arrivants, mais pour être aussi un vivier pour développer les compétences finalement des salariés plus expérimentés. Alors justement, sur ce sujet des tuteurs, alors le maître d'apprentissage, pardon. Emeline, vous êtes au cœur de ce sujet puisque il y a un projet qui a pris naissance 3 ans tout pile. On est à anniversaire. Ouais, merci, on a date anniversaire, c'est parfait. Voilà. Ça s'appelle Leroy Academy. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet, de son fonctionnement et puis de ce que ça apporte en fait au sein du groupe, Tout à fait. Donc en effet, date anniversaire, c'est bien parfois de revenir un peu en arrière, de se dire, alors il y a 3 ans tout pile, on était en commission formation, directeur d'agence, directeur de service et des experts métiers, tous, voilà, sur une journée à travailler en effet à la construction de notre académie Leroy Logistique, qui a été lancée en juin 2022. Donc c'est bien octobre donc 2021 sur cette fameuse journée où on s'est tous retrouvés pour parler formation. Alors, on est 3 ans en arrière, donc la formation, c'est vrai que chez Leroy Logistique, au sein du groupe Leroy Logistique, elle existait évidemment. Mais là, à l'initiative évidemment de notre président Serge Rambaud et notre directrice des ressources humaines, donc Rachel Placé, l'idée c'était évidemment de créer une académie et donc d'aller plus loin sur cet axe de formation. Et donc cette journée, c'était le matin, déjà c'est quoi la formation ?
c'est quoi une plateforme e-learning. On a parlé blended learning, okay, mixte, et donc de se dire la formation, c'est plus comme avant, derrière un bureau, en magistral, devant un formateur. Non, l'idée, c'est véritablement de repenser la formation et de se dire, il faut qu'il y ait de l'échange, il y a des bonnes pratiques partout. On a ces bonnes pratiques, il faut qu'on puisse les faire émerger. Donc le matin, on explique tout ça et après, on s'est mis en atelier tous ensemble, selon différentes thématiques évidemment qu'on avait identifiées en amont, avec l'objectif finalement de créer 3 parcours. Donc un parcours dédié alternant, et là je fais le lien évidemment avec la partie maître d'apprentissage, parce que on a évidemment des alternants donc sur toute la France, mais l'objectif c'était de se dire nos alternants ils sont en entreprise. Ils vont à l'école, mais on voit bien qu'il manque quelque chose en fait. Et donc ce petit quelque chose, on est allé le chercher et on a identifié 4 thématiques. Évidemment l'intégration, vous parliez d'intégration, évidemment premier jour dans l'entreprise, comment j'intègre en entreprise. Donc comment finalement je vais accompagner et outiller mes maîtres d'apprentissage pour justement faciliter cette intégration. Donc l'intégration dans l'entreprise et puis l'intégration ensuite à l'académie, pour avoir un prisme un peu plus haut de fonctionnement du groupe Leroy Logistique. On a différents métiers dans l'entreprise, on parle de transport, on parle de logistique, mais on a aussi les services supports. Et là, évidemment, l'idée, c'est d'expliquer, peut-être vulgariser, parce qu'on a des alternants qui ont 15 ans, donc ils sont très jeunes, qui démarrent dans le monde de l'entreprise, donc c'est pas forcément évident. Et puis jusqu'à 29 ans, 30 ans pour les reconversions. Et là, l'idée, véritablement, c'est 3 semaines, donc intégration, on parle du fonctionnement, immersion, on va parler évidemment de nos métiers, de tous nos métiers, et puis ensuite on a un volet qui est sur la communication. Parce que l'important aujourd'hui, avec toutes ces générations, c'est évidemment d'améliorer, fluidifier cette communication avec les maîtres d'apprentissage, bien sûr, mais tout collaborateur confondu, évidemment. Donc ça, c'était premier travail, construction de ce parcours pour les alternants. Et puis ensuite, on a travaillé aussi sur nos formations à nous. On n'avait pas cette capacité de créer nos formations, donc en effet, la direction nous a donné les moyens de créer nos formations. Alors nos formations, c'est quoi ? Sur nos WMS, sur nos TMS, sur des axes plus sur nos outils numériques, sur la partie juridique transport. Enfin voilà, l'idée, c'est véritablement de coller aux besoins terrain. Donc on est en co-construction, on va chercher les experts. Nous, on a cette expertise d'ingénierie pédagogique, donc de construction, de formation, pour que ce soit en tout cas le plus ludique possible, parce que encore une fois, c'est bien ça la finalité. C'est que ça soit interactif et qu'on soit dans l'échange. Pour nous, la formation, c'est comme ça qu'on la conçoit. Et donc de se dire, on va définir déjà 10 thématiques, et puis ces 10 thématiques, on va les construire ensemble. Et on s'est laissé. Là, on est à 3 années plus loin, et voilà, les 10 thématiques sont faites. Elles sont construites, en effet, et elles sont déployées au sein du groupe Leroy Logistique. Et sur un troisième volet, et ça va faire aussi écho à ce que vous disiez, sur l'intégration, on a repensé complètement notre parcours d'intégration. On avait un parcours qui existait. Là, l'idée, c'était encore une fois de l'accentuer sur ce côté échange participatif, et puis véritablement ramener des outils avec des vidéos, des présentations beaucoup plus interactives. Enfin voilà, on a voulu jouer sur une intégration qu'on appelle nous 2.0. C'est le terme qu'on a utilisé pour justement accueillir l'ensemble des collaborateurs. Et donc l'académie, elle est à côté de notre siège, à côté de Rennes, accolée à un site, à l'un de nos sites. Donc c'est vrai que ça fait sens parce que évidemment lors de cette intégration, on a des présentations, des échanges, et puis permet également aussi d'aller sur le terrain voir le site qui est accolé. Donc voilà, dans tout ce qu'on a pu co-construire sur cette fameuse journée il y a 3 ans, et donc avec un lancement en juin 2022. Et puis aujourd'hui, en effet, on est content parce que sur la partie, si je fais un focus plus sur les alternants, on a 2 promos chaque année. D'une dizaine à peu près d'alternants, et c'est vrai que on est content, nous en tout cas, de les accueillir à l'académie, de pouvoir échanger, de comprendre comment ça se passe aussi, parce que pour eux c'est pas toujours évident aussi le monde du travail, donc d'avoir cette écoute qui est important.
Et puis, on fait évoluer les parcours chaque année. On ramène là, par exemple, des nouvelles formations, notamment sur la RSE, sur la QVCT. Enfin voilà, des thèmes en tout cas qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on travaille avec le groupe Leroy Logistique. Et donc, voilà, une belle académie en tout cas qui accueille voilà chaque année des nouveaux collaborateurs, des collaborateurs en formation et puis nos alternants. Il y a une idée, moi, qui ressort un peu de ce que vous dites, c'est que ce soit de la genèse, donc de cette fameuse réunion à aujourd'hui, il y a le sens du collectif. Ouais. C'est d'être ensemble, c'est de vous l'avez dit, co-construire. Tout à fait. Cette notion d'intelligence collective, si je puis me permettre, elle sert finalement au développement des compétences. Et quand on a préparé ce live, Sylvain, Guylain, vous m'avez donné des petits mots-clés. Alors, Sylvain, je vais vous lancer. Vous m'avez parlé de coopétition, je le dis bien. C'est ça, et qu'est-ce que coopétition. Pour favoriser le déploiement de l'intelligence collective, chez Logivia, nous avons arrêté cette idée de compétition. Souvent, la compétition amène les gens les plus forts de l'équipe, mais l'équipe est moins forte sans eux. Et donc, on s'est orienté sur la coopétition, la compétition coopérante, voilà. Et le but de ces équipes, c'est que l'équipe soit plus forte, mais qu'il n'y ait plus de plus fort individuel. Donc, chez Logivia, pas d'affichage des consommations, pas de meilleur conducteur de la semaine, du trimestre ou de l'année, pas de meilleur exploitant, pas de comparaison. Chacun tente d'être plus fort qu'il était la veille pour emmener l'équipe vers le haut, mais pas plus fort que les autres, parce que je trouve que la compétition annule cette intelligence collective. Je pense qu'une organisation va toujours à la vitesse du moins rapide de l'organisation. Voilà, c'est la fameuse histoire du bus. Quand on était à l'école, on allait sur le terrain de sport en bus. Le beau gosse de la classe, le blond baraqué qui courait le plus vite, partait faire ses 5 tours de piste, et puis le moins sportif de la classe, un peu le ramier, un peu feignant, peut-être moi d'ailleurs quand j'étais à l'école, je m'inscris dedans, on partait tous ensemble, et puis moi j'avais pas fini le deuxième tour que le premier avait fini ses 5 tours et rentrait dans le bus. Ça avait pour effet et ça a pour effet dans nos entreprises de démotiver ceux qui ont le moins de compétences, puisqu'ils savent qu'ils sont les derniers, et donc au lieu de courir, ils finissent par marcher. Et tant que le dernier n'est pas rentré dans le bus ne part pas. Et nos organisations, nos entreprises, c'est le bus. Et donc, nos entreprises iront toujours à la vitesse du moins performant. Et exacerber la compétition intercollaborateurs pour essayer de faire gagner son entreprise, je me suis aperçu que c'était pas du tout la bonne solution. La bonne solution, c'est de valoriser l'heure de départ du bus. Ainsi, le plus rapide emmènera et motivera le plus lent, lui apprendra comment courir, comment respirer, pour que tout le monde arrive ensemble. Voilà, c'est vraiment un item important. Donc chez nous, de la confiance, pas de compétition, beaucoup d'échanges, beaucoup de vulgarisation, je l'ai entendu tout à l'heure. C'est important que chacun comprenne ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir aider, mais pas forcément ses pairs, hein, aider tout le monde dans l'entreprise. C'est pas au même niveau, aux mêmes emplois qui s'aident, c'est tout le monde travaille pour l'entreprise. Et pour que tout le monde puisse travailler pour l'entreprise, c'est le rôle du chef d'entreprise que d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et moi, je m'attache sur cette notion de posture d'ailleurs. Voilà. Tout à l'heure. Et moi, je m'attache à expliquer le pourquoi et plus du tout le comment. Quand j'explique le comment, c'est qu'il y a une anomalie dans le fonctionnement de l'entreprise. On reviendra plus en détail là-dessus. Moi, j'étais plutôt aussi la dernière, mais très endurante, du coup. Voilà. C'est bien l'endurance dans l'entreprise aussi. Hein. L'endurance est nécessaire. Voilà. Il n'y a pas de gens qui ont des défauts, il n'y a que des gens qui ont des qualités complémentaires. Et je pense que la compétition fait que sur un sujet donné, va être plus fort, mais on a besoin de tout le monde. Alors vous, Guylain, vous avez ce qu'on appelle des cercles leaders, des groupes de travail transversaux. Est-ce que, pareil, vous pouvez développer un petit peu ce que vous avez mis en place au sein des transports Delcroix ? Alors, pour l'intelligence collective, on utilise plusieurs choses. Ouais. On a effectivement des groupes de travail qui peut être des groupes de résolution de problèmes. Pas mal. Des groupes qui ont une autonomie pour proposer des solutions. Après, ils n'ont pas l'autorité pour imposer ces solutions de façon plaquée. Donc, c'est là où on a un principe de décision par consentement. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens impactés par ces décisions, on va leur demander de réagir, d'objecter ou de suggérer. Ça ne veut pas dire que toutes les objections pourront être retenues et mises en place, mais
voilà, elles peuvent modifier la solution. Et donc, c'est beaucoup moins violent, en fait, de mettre en place une décision qui concerne même jusqu'à 120 personnes de cette façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on réunit les 120 personnes à chaque fois, mais on a un réseau social d'entreprise et on peut consulter grâce à ce réseau, voilà, faire des choses comme ça. Le cercle leader, c'est plutôt voilà, mon cercle rapproché. En entreprise traditionnelle, on appelle ça un comité de direction. Là, l'idée, c'est qu'on remarque souvent qu'il y a facilement du silotage dans les entreprises et que ce silotage provient du management, du top management, et qui redescend en pluie. Et du coup, le cercle leader, c'est l'idée de créer une confiance entre l'ensemble des cadres avec une parole libérée et un cadre de parole protecteur, de façon à ce que les gens puissent complètement être authentiques et eux-mêmes et travailler dans le sens de l'intérêt général. Voilà, donc il y a aussi, dans ce cadre, on demande de la confidentialité quand il y a des choses un petit peu intimes. Et ce cercle leader aussi, au sein de ce cercle leader, on peut mettre en place ce qu'on appelle des co-développements. Oui. Quand il y a une personne, on s'aperçoit dans la séance qu'il y a quelqu'un qui a souvent des sujets humains d'ailleurs, de management, un problème, voilà, avec un collaborateur ou avec, eh bien les autres se mettent à son service pour l'aider à voir clair en fait, avec un protocole simple qui est de co-développement. Et vous voyez des évolutions suite à la mise en place de ce processus? Très grosse confiance au sein de l'encadrement, qui fait que les gens travaillent entre eux et que l'idée c'est que les personnes, les différentes équipes et services, support, exploitation, commerce, travaillent ensemble sans qu'il faille passer par le chef. Il n'y a pas de place pour la politique chez nous. Ce sont dans le transport, vous savez, on est contraint par l'économique. On est quand même un métier très concurrentiel, un métier un peu de centimier, et donc du coup, on gagne beaucoup en productivité aussi en faisant comme ça, quoi, bien sûr. Par le pragmatisme. Pragmatisme, oui. Ouais. Voilà. Pour que cette intelligence-là collective, elle fonctionne, on l'a vu, il faut savoir se parler, il faut communiquer. Est-ce que vous avez mis, respectivement, tout autant que vous êtes aujourd'hui sur ce plateau, des actions en place pour favoriser la communication au sein de l'entreprise? Démarre qui veut. J'y vais, allez, je me lance. Ah, merci. Oui, en effet, je vais revenir encore à mon histoire d'il y a 3 ans. Vous allez me dire, elle est... Non, mais on a compris que l'anniversaire était important. C'est passé beaucoup de choses, voilà. Et donc, en effet, sur cette journée, évidemment, il y avait un axe communication et de finalement de trouver une formation qui permettrait à toutes et tous de mieux communiquer ensemble, et en tout cas de mieux adapter sa communication. Et donc, le prisme a été pris, vous parliez des managers, évidemment, d'utiliser ce qu'on appelle, nous, la méthode DISC. Donc, la méthode DISC, c'est la méthode des 4 couleurs, bleu, jaune, rouge, vert. C'est une méthode, en fait, qui permet à l'interlocuteur de s'adapter, d'adapter sa communication avec la personne à laquelle on parle. Il n'y a pas de mauvaise couleur. Ça, c'est important de le dire. J'aime bien le dire parce qu'on me dit, on aurait pu associer le rouge à un truc pas sympa. Mais non, le rouge est tout aussi sympa que le jaune, le vert ou le bleu, tout va bien. Pas de panique. Voilà. Non, c'est vrai que la méthode DISC, elle est simple. Elle est simple en mise en place. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie au sein du groupe Leroy Logistique, parce que en termes d'application, déjà la première compréhension, on va dire, c'est on est tous différents. Et heureusement qu'on est tous différents. Parce que sinon, ce serait un peu ennuyeux. Donc voilà. Et chacun, finalement, apporte à l'autre. Et c'est ça, en fait, la méthode DISC, c'est finalement d'aller chercher le meilleur de chacun, les forces de chacun, pour bien travailler ensemble. Et donc le prisme qu'on a pris, c'était d'abord sur ce volet managérial, donc de le mettre en place à l'ensemble des managers, donc à peu près une centaine de collaborateurs. Donc ça s'est fait sur 1 an et demi. Maintenant, évidemment, cette formation, pour tous les nouveaux managers, elle fait partie de leur parcours d'intégration, donc elle est bien intégrée en tout cas dans les formations. Et puis après, on a vu sur la force commerciale. Sur un même principe, échanger avec un prospect, échanger avec un client, l'objectif évidemment c'est d'adapter aussi sa communication. Et donc encore une fois, on a déployé sur ces collaborateurs-là, qui sont à peu près aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Et puis sur un dernier volet, un 3e volet, là évidemment on va aller au plus large de l'ensemble des collaborateurs avec
tout finalement collaborateur qui va sur le terrain, qui peut avoir du management transverse, pour qu'il ait les codes en tout cas quand il va sur le terrain, pour pouvoir échanger, adapter encore une fois sa communication. Et puis on a maintenant la plateforme e-learning parce que avec le lancement de l'académie, on a aussi l'académie digitale, donc une autre plateforme e-learning où on a un module qui explique ce qu'est le disque et donc il y a évidemment à disposition de l'ensemble des collaborateurs, parce que tout collaborateur a accès à la plateforme e-learning, ça c'était vraiment important. Et donc pourquoi ? Parce que aujourd'hui on parle en couleur. Il est bleu, il est rouge, il est jaune et c'est ok et tout va bien. Ça se passe très très bien, mais voilà, on a cette communication maintenant, je dirais qui transpire au sein du groupe et qui aide en tout cas, parce que la finalité elle est là, c'est mieux se comprendre et pour nous c'était vraiment important d'apporter ces clés en fait de communication pour les collaborateurs. Sylvain, vous m'avez parlé, vous aussi, de cette notion de langage commun. Vous m'avez parlé d'une langue que je ne connais pas. Voilà. Quelle est-elle ? Je partage ce que vient de dire Emeline sur la nécessité de communiquer. Si demain, vous allez diriger une entreprise en Chine, vous allez apprendre le chinois pour pouvoir manager vos collaborateurs. Eh bien, quand on est chef d'entreprise d'une entreprise de transport, il faut apprendre le routier. Voilà. Parce que ceux qui sont sur le terrain, qui créent de la valeur, et c'est bien le but de nos entreprises, de créer de la valeur, mais ils parlent le routier. Donc, la première démarche du chef d'entreprise, celui qui va infuser cette confiance, cette communication, c'est d'apprendre le routier. Voilà, moi je fais français, routier, deuxième langue. Et comme ça, j'entends les excès de nos conducteurs quand ils rentrent au bout d'une semaine, ils sont en autonomie, je les décode, je les comprends, je parle la même langue qu'eux. Ça c'est le premier item, bien comprendre. Et le deuxième item, bien être compris. Donc le deuxième axe, c'est démystifier le rôle de chef d'entreprise. C'est pas un métier qui doit rester une espèce de boîte noire où les conducteurs ne savent pas ce qui se passe. Donc le deuxième item, par exemple, à l'élection du CSE, la première réunion de CSE, au-delà de leur expliquer leur rôle et à quoi ils servent, je leur explique les soldes intermédiaires de gestion. Et comme ça, ils auront les codes pour comprendre les décisions que je prendrai, que prendront mon premier cercle de proches, puisqu'ils savent comment est gérée l'entreprise et pourquoi elle est gérée. Et pourquoi j'en suis arrivé là ? Parce que je me suis posé la question, et je pose à mes cadres souvent la question, pourquoi les conducteurs nous payent-ils ? Le chef d'entreprise ne paye personne, puisque c'est le conducteur qui crée la richesse. Le chef d'entreprise a en charge de distribuer de façon équitable la richesse. Et donc, je demande à mes cadres, et je me pose la question tous les matins, pourquoi les conducteurs me payent-ils ? Ce sont des gens généralement assez autonomes, et pourquoi ils ne sont pas à leur compte ? Pourquoi ils me payent ? Donc j'ai des comptes à leur rendre. Ils me payent pour gérer l'entreprise, ils me payent pour prendre un crédit de maison sur 20 ans et être tranquille. Dans 20 ans, ils auront toujours leur boulot. Ils me payent pour avoir du matériel qui correspond à leurs attentes. Ils me payent pour avoir un bon niveau de salaire, une stabilité. Ils me payent pour être écouté, pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'est mon job de le faire. En fait, il y a une espèce de pyramide inversée qui est une pyramide qui repose sur la responsabilité et pas sur la carte de visite. Voilà. Pas de place réservée. Les camions sont attitrés. Ça a été un vrai débat dans l'entreprise. C'est un petit exemple où les exploitants me disaient ouais, mais le camion attitré, c'est plus difficile. Si on changeait de camion, ça serait plus simple. Nos ratios économiques seraient bons. Et moi, j'ai dit aux exploitants, banco, mais vous changez de bureau tous les matins. Normal, il faut appliquer ce qu'on fait. Moi, je le changerai aussi. D'ailleurs, mon bureau, je l'ai changé pour être au plus près de l'exploitation. Quand on a changé de siège social, il y avait 2 étages. Et j'étais à l'étage, et puis je trouvais que ma vie était trop tranquille. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ce soit tranquille comme ça. C'est aussi un risque du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, l'entreprise va dans le mur, on s'en aperçoit pas. Il vaut mieux être au contact, s'apercevoir, écouter les signaux faibles. Donc, il faut parler le routier, il faut expliquer son poste et le poste de chacun. Il n'y a pas de poste mystère, il n'y a pas de poste inaccessible. Tout le monde est capable de le faire, voilà, sous formation, accompagnement, tutorat. Mais un conducteur chez Logivia est plus capable de conduire un camion que moi. Et je suis plus capable de diriger une entreprise que lui, enfin probablement, en tous les cas c'est moi qui le poste. Mais vous maîtrisez les tenants et les aboutissants des compétences. Et surtout, je leur explique ce que je fais, pourquoi je vais prendre des décisions. Pour ça, je rencontre tous les collaborateurs au minimum 2 fois par an par des réunions par service.
où les questions sont complètement ouvertes, puisque la confiance est là. Ils savent que je parle leur langue, ils savent ce que j'ai à faire, ils savent qu'ils ont le droit à l'erreur, ils savent que je l'ai aussi. Et ils vous comprennent. Et on se comprend, voilà. Et un des problèmes de l'entreprise, c'est peut-être, je sais pas, je lance ça là au hasard, l'ego de ses cadres. Peut-être, je ne sais pas. Guylain s'est transformé en community manager, lui, au sein des transports Delcroix, parce que vous, en termes de com, vous mettez carrément, il y a un réseau social, il y a des vidéos, voilà. Ouais, on travaille avec un réseau social d'entreprise, qui est un réseau social fermé, mais dans lequel on échange énormément de choses avec les conducteurs à distance. On peut même communiquer en vidéo avec nos conducteurs pour faire de la causerie sécurité. On est dans le transport de matières dangereuses, on a un certain nombre de pratiques pour la sécurité. Pour organiser une causerie sécurité à distance avec ça. Moi, je m'exprime régulièrement en vidéo. Alors, je fais ça avec mon PC, artisanalement. Et ça passe, en fait. Les conducteurs préfèrent avoir ça avec une note de service pour expliquer des résultats, pour expliquer des projets, pour inviter à une plénière, par exemple. On va organiser une plénière au mois de novembre pour faire un point sur les résultats et puis les choses qu'on doit peut-être un peu modifier dans l'entreprise. Et bien là, on va inviter les 130 collaborateurs de la filiale et les faire travailler en World Café. Donc, on pose les constats, les résultats, on va chercher les ressentis par table. Et puis, on a une personne qui prend des notes et puis qui vient dire ce qu'a dit la table devant tout le monde. Donc, il y a un certain anonymat, on préserve un petit peu l'anonymat de chacun en faisant ça. Mais en même temps, il y a un vrai partage de paroles, de ressentis. Alors, ça peut être de la joie, de la peur. Voilà, on accueille ça et je pense que, c'est une conviction, j'étais formé d'ailleurs là-dedans, par plusieurs organismes, que quand on veut mettre un collectif en mouvement, notamment quand il y a une décision difficile ou quelque chose qui doit changer fortement, eh bien, c'est bien d'expliquer, de donner du sens, comme disait Sylvain tout à l'heure, mais aussi d'accueillir les ressentis. Et une fois que ça s'est posé, on arrive plus à les mettre en mouvement. Voilà. Un côté un peu psychologique, mais qui, à mon avis, est assez puissant. Et on le pratique, même en grand nombre. Valérie, je vous vois acquiescer du coin de l'œil. Oui, Lorraine, effectivement, parce que l'AFT, au-delà d'être une organisation, un organisme professionnel, c'est aussi une entreprise. Il y a un peu plus de 100 salariés à l'AFT. Donc, ce que j'ai entendu là m'évoque plein de choses. Alors, Emeline, vous dites, on travaille sur disque. Nous aussi, on a travaillé sur disque. Donc, ça fait déjà 3 ans maintenant que tout le monde est passé à ce... Même 3 ans, on est 3 ans. Il s'est passé quelque chose avant, je ne sais pas quoi. Mais complètement. Voilà. Et donc, là aussi, c'est dans le onboarding des salariés. Dès qu'un salarié arrive, il est sur disque. Alors, nous, c'est pas des couleurs, c'est des lettres, mais c'est exactement la même chose. Toi, t'es S, toi, t'es D, toi, t'es C. Donc, c'est très, très intéressant parce que finalement, c'est bien rentré dans les mœurs de chacun et on sait si cette personne est S ou C, on s'adresse à elle de façon différente et ça c'est vraiment très enrichissant pour chacun. Vous avez parlé aussi, du top management. Nous on a un CODIR 2 fois par mois et là les directeurs s'expriment bien sûr sur leur projet, mais on prend ensemble des décisions. C'est-à-dire on est en collégialité. On se soumet mutuellement des décisions, on les prend tous ensemble. Parfois, il faut trancher, et c'est mon rôle, mais on est vraiment dans ce collectif-là, et ça, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment profondément. Et puis, l'autre élément fondamental pour moi, vous en avez parlé, c'est le désilotage. C'est comment, finalement, les salariés et les directions parlent entre elles, dialoguent, travaillent entre elles. Et ça, c'est, envie de dire, un travail quotidien. Il faut toujours et finalement que chacun se rappelle qu'on n'est pas dans son couloir de nage, qu'on est ensemble dans un collectif, dans une entreprise. Le but commun, il doit être suivi, mais ensemble. Et ça, c'est vraiment prégnant. Et dans ma culture personnelle, c'est fondamental. Donc, il faut que tous les jours, on aille aussi aller vers la tendance que parfois on a de se recroqueviller, d'être dans sa direction. Non, il faut vraiment s'ouvrir aux autres. C'est fondamental. Et pour ce faire, depuis cette année, on a mis en place des commissions par sujet, voilà. Et dans ces commissions, toutes les directions sont représentées. Donc les gens travaillent ensemble et puis découvrent des choses parce que effectivement, vous faites ça, moi je le ferai pas comme ça, etc. Donc ça vient enrichir la structure tout entière et ça vient répondre finalement à un besoin collectif de communication et de partage qui pour moi est vraiment la base du collectif et puis de l'entreprise. Le sens du collectif. Le partage, la communication, la confiance. Et de tout ça naît
L'autonomie. Normalement. Pour un peu que, il y a un mot que j'ai pas entendu beaucoup, c'est le lâcher prise. Ah oui. Si on fait confiance à nos collaborateurs, mais il faut les laisser faire. Et les Il faut laisser lâcher prise faire et des erreurs. Et les laisser faire des erreurs. Tout à fait. Le droit à l'erreur, chez Logivia, le droit à l'erreur est inscrit. On a le droit de se tromper. Et d'ailleurs, celui qui se trompe pas, qui prend pas beaucoup de risques, qui fait pas beaucoup d'innovation, il apporte pas beaucoup de valeur. Moi, j'en reste sur la valeur. Une entreprise est là pour créer de la valeur. Et donc, on a le droit de se tromper. Donc, on a défini un triangle qui, à chaque étage de l'entreprise, définit à chacun ce qu'il peut faire, qui est assez simple. Chaque collaborateur qui a une décision à prendre doit se poser 3 questions. La première, est-ce que c'est bon pour mon client? Est-ce que c'est économique pour l'entreprise? Et est-ce que c'est réglementairement dans les clous? S'il répond oui aux 3 questions, il fait ce qu'il veut. Si c'est bon pour le client, si c'est économique pour l'entreprise, et si ça reste dans un cadre légal, il n'a pas besoin de demander à son supérieur quoi faire, il a sa réponse. S'il répond non à une des 3 questions, il demande à son supérieur, voilà, est-ce que je peux, à son manager, alors le métier de manager évolue, mais il va demander à son exploitant, tiens, j'ai ça, je prends l'autoroute. Si c'est bon pour l'entreprise parce qu'il fera 1 heure de moins, c'est bon pour le client qui sera livré à temps, puis l'autoroute, il n'y a pas de problème réglementaire, il n'a pas besoin de demanger l'autorisation. Il prend l'autoroute, c'est un grand garçon, voilà. C'est issu du taylorisme, les boucles de contrôle qui font que on rémunère dans une entreprise des gens à contrôler, et en fait, leur contrôle ramène moins de valeur que si la personne s'était trompée. Ayant le droit à l'erreur, on a tous compris ce qu'on devait faire dans l'entreprise, et donc, par ces 3 questions, ils autogèrent leur autonomie. Et donc, notre boulot d'encadrant, c'est pas de leur dire comment faire, c'est de leur dire quoi faire, quel est le sens de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut expliquer les équilibres économiques, le partage de la valeur, etc., comment ça se fait, les soldes intermédiaires de gestion, pour qu'ils comprennent bien qu'on est tous dans le même bateau, on va dans le même sens. Moi, j'estime que ça m'est venu avec un délégué du personnel, papa de 5 enfants. Alors, moi, j'en ai 2, qui sont grands maintenant, mais je mesure le sport s'il y en a 5. Voilà. Président du club de basket de son village, marié. Voilà. Propriétaire de sa maison. Et quand il arriverait dans l'entreprise Logivia, il serait bête comme un caillou. Le mec qui arrive à faire tout ça, quand il monterait au volant de son camion, je serais obligé de lui expliquer comment travailler. Oui, c'est juste pas possible. S'il sait faire tout ça avec un certain succès, d'ailleurs, mais il doit réussir à faire au mieux pour les tournées de nos clients, je pense. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance, et ça impose, je reviens dessus, le lâcher-prise pour les managers, de dire si je décide, et je décide. D'ailleurs, chez Logivia, on a un a priori de confiance, c'est-à-dire que la confiance ne se gagne pas, elle se perd. Mais elle ne se gagne pas. On fait confiance aux collaborateurs, voilà. Et de cet a priori de confiance, il y a un lâcher-prise en disant chacun sait ce qu'il doit faire, et s'il se trompe, collectivement, on vient l'aider à réparer son erreur. C'est vraiment le fonctionnement. Et pour que tout le monde sache ce qu'il y a à faire, on enlève aussi les conducteurs de leur poste de conduite pour leur confier de façon temporaire une autre mission. Le choix des EPI, c'est un conducteur qui va le faire, qui mieux qu'un conducteur pour aller voir les fournisseurs, pour aller négocier, pour savoir les gants, ses équipements. Voilà. Le choix des camions, on le fait avec les exploitants et les conducteurs. Et puis, si un de nos collaborateurs, conducteurs ou non, est passionné par quelque chose, on lui laisse faire. Période du Covid, j'avais un exploitant qui avait une imprimante plastique qui nous a fait des visières à tous. Et voilà, il est resté la semaine chez lui, mais pas en télétravail, à faire des visières parce que ça l'éclatait de le faire. À l'époque où il n'y avait pas de masque. Et c'était plutôt utile. Et c'était plutôt utile, mais c'est à chaque fois plutôt utile pour l'entreprise. Je pense qu'il y a 98% des collaborateurs qui travaillent pour l'entreprise. Les 2% qui travaillent contre l'entreprise, vous ne les récupérez jamais, ça fait partie du tout. Les 98%, ils travaillent pour l'entreprise. Vous savez, un collaborateur ne démissionne pas de son entreprise, il démissionne de son manager. Ouais. Tout le monde est accroché à son... L'esprit d'entreprise existe, si on l'a tous, du directeur au conducteur. Oui, si voilà, il faut que ce soit collectif. On revient sur cette notion de collectif. Tout à fait. Et sur cette notion de collectif, les gens ont envie de travailler pour leur entreprise. Ils en sont fiers, généralement. Je connais pas beaucoup de collaborateurs qui sont pas fiers de leur entreprise et qui n'aient pas de problème avec leur manager. Sur cette notion de confiance, d'autonomie au sein de l'AFT, Valérie, est-ce que c'est des sujets que vous travaillez particulièrement ?
Alors, moi, j'aime bien cette notion de droit à l'erreur, en fait, parce que c'est pas dans la culture française de permettre l'erreur. C'est très anglo-saxon. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, on fait les choses depuis tout petit. Si on se plante, c'est pas grave, on recommence, on continue autrement, etc. Et ça, c'est vrai que dans les entreprises françaises, c'est compliqué. Et moi, je suis très attachée à ce droit à l'erreur parce qu'effectivement, je pense qu'en permettant ça, on libère les énergies. On ose plus, on parle d'audace aussi, on n'est pas là pour juger, on fait confiance, et là je suis d'accord avec Sylvain aussi, on donne sa confiance, et les gens, ils osent et ils y vont. Et si c'est pas bon et c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est pas grave, on corrige, on fait autrement, on arrête, mais on a au moins essayé, on regrette pas, on permet finalement de faire des choses qu'on n'oserait même pas avoir imaginé pouvoir faire. Donc moi je trouve qu'on a tout à gagner à permettre, à lancer ces énergies et à permettre aux salariés d'y aller. En complément, du coup, moins de procédures. Les procédures dans l'entreprise sont sclérosantes. Trop de procédures sclérosent l'entreprise. Donc le droit à l'erreur s'accompagne aussi de moins de procédures, moins de process, moins de boucles de contrôle. On revient sur ce lâcher-prise, finalement. Sur ce lâcher-prise qui Même aussi se traduit au quotidien par moins de postures et moins de procédures. Voilà, laissons faire les gens ce qu'ils savent faire, laissons faire. Moi, je le dis souvent, je le redirai peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très procédurées et qui savent pourquoi ça marche pas. Alors chez Logivia ça marche, mais je sais pas trop pourquoi ça marche. Parce que ça marche, quoi. Parce qu'on se fait confiance, parce qu'on prend du plaisir à travailler, c'est une vraie notion, hein. On prend du plaisir à travailler, et puis ça fonctionne. Guylain, vous avez une notion qui est importante, c'est celle du consentement. Consultation, consentement. Consultation et consentement. Voilà. En fait, moi, en termes d'autonomie, j'ai réfléchi et échangé, parce que quand je suis arrivé dans l'entreprise, les décisions étaient beaucoup plus centralisées. Et j'avais quand même une fibre un peu responsabilisation, libération, initiative. Et puis je me suis dit, mais comment ça peut se faire? Comment on peut descendre la décision plus proche du terrain, plus proche de ceux qui font, ou bien respecter les personnes qui sont impactées par les décisions qu'on prend dans l'entreprise. Il y avait cette double dualité. Et je me suis inspiré de lectures, de livres comme Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui explorait plein d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et aussi de formation. J'étais formé en accompagnement psychothérapeutique, PNL. Et je m'aperçois que, on a mis en place, il y avait moyen de descendre cette décision. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on demande aux personnes, on interdit même, et là par contre c'est pas négociable, on interdit aux personnes de décider seules. Alors pas quand à partir du moment où ça impacte l'entreprise, l'économie, etc. On leur demande, un peu comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, d'avoir une approche bon pour le client, bon pour l'entreprise en termes économiques, ok avec les collaborateurs, et puis bien sûr l'aspect de la réglementation. Mais il y a aussi ce ok avec les collaborateurs. Donc on ne décide pas seul, on consulte. Alors, si les exercices sont au sein de l'entreprise, on consulte au sein de l'entreprise. Si elles sont à l'extérieur, par exemple, on rentre un nouveau logiciel, il y a une obligation d'aller consulter des utilisateurs de ce logiciel et voire même j'impose aussi des cas pratiques. Et après, je ne vais pas contrôler la décision du DAF si c'est un logiciel de comptabilité ou de l'exploitant, du manager d'exploitation si c'est un TMS, etc. J'ai confiance à partir du moment où ils respectent le processus. Toute la difficulté, c'est quand on intègre des personnes de l'extérieur qui sont formatées dans des schémas totalement différents parce qu'ils ont, comme j'ai le titre, j'ai la décision, et qui font parfois d'énormes erreurs. J'ai dû parfois intervenir et faire revenir un manager sur une décision parce qu'elle engageait l'entreprise sur des sommes énormes et que il n'y avait pas de ROI, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un lâcher prise, mais quand même avec un contrôle de la façon dont se prend la décision. Voilà. Ensemble, par voilà. consultation. Et après, le consentement, c'est que, évidemment, on peut pas... moi, je crois pas au consensus. Je pense que le consensus, c'est une illusion, ça n'existe pas. C'est comme l'égalité. Le consensus n'existe pas. Je crois au consentement. C'est-à-dire que quand une commission, un groupe de travail a élaboré une décision, ça peut être le choix d'une nouvelle machine ou d'un nouveau modèle de machine, eh bien, il va pas le plaquer comme ça sur l'ensemble pour un type de tracteur, par exemple, sur les 115 conducteurs. Il va aller chercher le consentement, il va dire on a réfléchi, on a regardé les aspects économiques, les aspects confort, les aspects rangement, enfin tout ce qui concerne la vie du conducteur aussi dans le tracteur, consommation, éco-conduite, etc. Et on pense que c'est ce modèle le plus adapté.
Et hop, on va chercher les objections ou les suggestions. Donc, il peut y avoir une suggestion parce qu'on donne le détail des options. Il peut y avoir une suggestion sur une ou deux options. Il peut y avoir des objections aussi sur tiens, pourquoi vous avez pris Renault Pascalia, etc. Et il y a des objections qui vont nous faire bouger un peu le curseur. Pas forcément changer le gros de la décision, mais l'adapter. Et puis à un moment, on répond aux objections et puis on met en place. Alors c'est des process qui prennent un peu plus de temps, évidemment, qu'une décision. Donc ça marche pas quand la décision doit aller très vite. En gestion de crise, par exemple, ça marche pas. Mais en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de décisions urgentes dans une entreprise. Je parle pas du quotidien. Quand on délivre le service, il faut que ça aille vite en exploitation. Là, je parle plus de décisions un peu structurelles, de gouvernance, d'organisation, d'investissement. Alors, on arrive dans le dernier quart d'heure de notre échange. Moi, il y a quelque chose qui ressort très fort, une question que je voudrais vous poser, que ce soit chez Leroy Logistique, chez Delcros, chez Logivia, il y a une posture soit de la direction ou du dirigeant lui-même qui encourage tout ça, qui encourage ces pratiques managériales innovantes, cette notion toutes les notions qu'on a abordées là. Quelle est votre posture, vous, dans l'entreprise? Comment on se positionne pour pouvoir se mettre à la place du salarié et innover sur cette notion de management? La posture, moi j'ai eu les deux. Vous n'êtes pas né bon manager. Je ne sais pas si je suis un bon manager. En tous les cas, un chef d'entreprise est managé une fois par an par son bilan économique et son bilan social. Le reste du temps, il fait comme il peut. Voilà, ça c'est notre quotidien. On fait ce qu'on pense bon. Des fois, voilà. Moi, j'ai cette chance d'avoir été les deux. À une période de ma vie, je dirigeais des usines et j'étais un manager dur. Old school, voilà. Je voulais tout contrôler, tout piloter. Alors, comme j'ai une grosse capacité de travail et que je dors assez peu, en fait, ça me posait pas de problème. Sauf qu'à un moment, je m'éclatais pas, quoi. Je me faisais, voilà. On a compris. Voilà. Je me disais, si manager, c'est ça m'intéresse pas trop parce que je m'éclate pas, je prends pas de plaisir, je suis toujours dans le contrôle, voilà. Et donc, quand j'ai créé ce qui allait devenir Logivia, un petit peu avant, je me suis dit, il faut que je fasse autrement et il faut que je fasse confiance et que je m'enlève de ces reportings incessants, de ces KPI, de ces boucles de contrôle, de ce surmanagement qui n'épanouissait personne. Peut-être qu'à une époque, j'en reviens sur le taylorisme ou le fordisme, ça fonctionnait. On avait des gens plutôt issus de la campagne qui savaient pas lire, pas écrire, assez peu de culture, donc fallait leur expliquer. Au début que je dirigeais, manageais des équipes, j'avais des collaborateurs qui venaient me demander comment remplir leur feuille d'impôt parce qu'ils savaient pas le faire. Aujourd'hui, avec leur smartphone, ils savent mieux que moi quoi faire. Donc, on peut plus avoir la même posture. Donc, j'ai quitté complètement cette posture. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je me jette souvent du 50e étage, que je construis mon parachute en tombant. Mais je le répète, ça fonctionne, c'est bien. Ça demande beaucoup d'humilité, je pense. Et dans ce management une fois par an, et je reviens à ce que je disais au début de mon propos, ça marche, quoi. Donc c'est bien. Ensuite, on n'a pas de comité de direction. Alors c'est un peu de la sémantique, mais oui. Malgré tout, comme la pyramide est faite par la responsabilité, il n'y a qu'un directeur qui est le mandataire social, c'est moi. Après, j'ai des responsables autour de moi, puis on a défini ensemble 6 items qui allait mener la collaboration de ce comité de pilotage de l'entreprise, puisqu'il s'agit de pilotage. La loyauté, c'est un élément important quand on est un groupe en pilotage d'une entreprise. Le courage. Alors le courage, quand tout va bien, c'est facile, on en a plein, mais le courage aussi d'annoncer, de porter des mauvais résultats, le courage de licencier. C'est toujours un équilibre entre bienveillance et exigence. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas le manque d'exigence, faut garder les deux. C'est peut-être le chemin le plus complexe à trouver. L'exemplarité envers la société civile, c'est-à-dire qu'on est, quand on fait partie du comité de pilotage, mais au-delà, les conducteurs aussi, quand on est Logivia, on est Logivia. On est Logivia même vers la société civile, même en dehors du travail. Le respect, j'accorde une grande place au respect, on doit tous se respecter. Les sauts d'humeur ou autres dérives de ce genre-là sont pas tolérables, et c'est même chez nous, ça pourrait être un motif de licenciement, les excès d'humeur. On doit se respecter. L'engagement professionnel, les gens qui travaillent à mes côtés, je leur demande d'être engagés professionnellement. Et la promotion de la qualité de vie au travail, de l'équilibre vie pro, vie perso, c'est aussi un dossier
ces 6 items, je demande à mes cadres de vraiment, et je m'impose, de vraiment les appliquer au quotidien. Oui, de la même façon, c'est collectif à tous. C'est collectif à tous. Vous, Guylain, vous avez parlé tout à l'heure de formation PNL. Enfin voilà, quelle posture. Vous m'avez parlé tête cœur trip aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on va passer à table quand j'entends ça. Non, mais je pense que, en tant que dirigeant d'entreprise, quoi qu'il arrive, on dit en psychologie, on parle de figure d'autorité, on est regardé. Donc, si on incarne ce qu'on dit, eh bien, il va y avoir, les gens vont vous suivre. Si j'incarne pas, ça marchera pas. Donc, ça commence par l'exemplarité dont tu parlais, Sylvain. C'est ne pas exiger ce qu'on s'impose pas à soi-même. Déjà, ça commence par ce genre de choses. Après, je pense que dans la posture, il y a quand même se mettre au service du collectif. Un dirigeant, il y a des besoins parfois, des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais il y a personne pour les faire. Il y a un moment, il faut s'y coller. On a un côté un peu, on est dans une PME, mais un peu voiture-balai, si de temps en temps. C'est, j'en parlais avec toi tout à l'heure, c'est aussi quand on responsabilise les personnes, c'est de leur dire, voilà, tu portes le projet, tu portes la responsabilité. Ça peut être un compte de résultat, mais puis une équipe pour un opérationnel, ça peut être un projet pour un groupe de travail, mais je peux être ressource. Si tu as besoin de moi, tu me demandes. Donc ça peut être sur tous les sujets en fait. Il y a dans la posture du dirigeant, je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement important chez nous. Moi, j'ai l'impression que je fais mon boulot, bien sûr quand il y a les résultats, quand les clients sont contents et quand les gens disent chez vous, chez Delcroix, moi, je me sens considéré. Donc, il y a aussi s'intéresser à l'être. S'intéresser à l'être, c'est tout con. C'est croiser un conducteur et lui dire comment s'est passée votre semaine, la semaine. Voilà. Et puis, comment ça va à la maison. C'est 2 questions. Je organise des déjeuners avec les collaborateurs. On ne parle pas de la perf. On parle juste des personnes et puis ce qu'on pourrait peut-être améliorer dans l'entreprise. Et c'est là où je peux te poser des questions du genre, qu'est-ce qui vous a amené ou qu'est-ce qui t'a amené à devenir conducteur? Ça m'intéresse. Voilà, c'est quoi la démarche? Parce que c'est quand même un métier passion. Voilà. Et puis d'écouter les réponses, en fait. D'être dans l'écoute. Je ne donne pas de conseils, je reçois et j'accueille. Donc c'est accueillir aussi la parole de l'autre. Et donc ça, c'est extrêmement important dans les tours de... On fait des tours de parole pour... j'anime beaucoup, j'aime animer, j'essaie de former les cadres aussi, les dispatchers à faire aussi, d'être capable d'animer un groupe de parole sur une thématique donnée, c'est-à-dire distribuer la parole, poser un cadre de sécurité, confidentialité, pas d'ironie, des choses comme ça, pour que les gens parlent en authenticité. Je suis convaincu que quand les gens peuvent être eux-mêmes dans une entreprise, on gagne aussi en énergie. Donc voilà, toi c'est ces formations psychologiques qui m'ont appris ça, voilà. Il y a une certaine simplicité, Sylvain, tu en parlais, je suis complètement d'accord avec ça. On se met pas au-dessus, on se met en regard. C'est-à-dire il y a une croyance, je pense aussi, chez les dirigeants qui sont là-dedans, je sais pas si tu partages ça, mais c'est de croire que les personnes sont toutes d'égale valeur humaine. Un conducteur, un manager, un expert de je sais pas quoi, oui, chacun a ses expertises, voilà. Mais ok, tout le monde n'a pas le même salaire, on n'est pas dans un système collectiviste pur, mais on considère que tout le monde est d'égale valeur humaine, quoi. Et est-ce que ça fait, pardon. C'est ça qu'on essaye de prôner, quoi. Est-ce que ça fait écho au sein du groupe Oui, tout à fait. Alors il y a un mot aussi que moi j'aime bien, c'est la proximité. Mais c'est un peu ce que vous disiez, évidemment. Finalement, oui, je suis dirigeant, mais pour autant, je suis accessible. Et en tout cas, au sein du groupe Logistique, moi j'ai cette chance, en effet, d'aller voir mon président, d'aller voir mon directeur général. Et on a des échanges francs et sincères. Et ça, en effet, je pense que c'est bien de pouvoir dire les choses aussi, parce que parfois, c'est pas toujours évident non plus. Mais que ce soit bien accueilli, en tout cas, par les dirigeants, je pense que ça libère évidemment plus facilement la parole, cette forme de confiance qui va s'instaurer au fil du temps et au fil des échanges. Pour rebondir et compléter par rapport à ce que j'ai. On va arriver tout doucement même à la conclusion, très très vite, avant de laisser la parole à Valérie. Emeline, il y a des projets qui font suite à cette académie. Tout à fait. Finalement, c'est la suite assez naturelle de notre académie. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui des dojos. Donc, ce sont des dojos d'intégration et de formation. Ce sont des stands, ni plus ni moins, qu'on installe. Donc là, on est en train de faire le déploiement
évidemment sur l'ensemble de nos sites sur toute la France, dans l'entrepôt. Et l'objectif, c'est véritablement d'avoir une structure pour bien intégrer les collaborateurs sur le terrain. Tous collaborateurs confondus, intérimaires, CDI, CDD évidemment, et ce dans les meilleures conditions, avec un volet évidemment sécurité qui est important aussi. Donc là, encore une fois, on a co-construit avec, par exemple, nos animateurs QHSE sur ce volet-là. Et puis ensuite, c'était proposer des nouveaux parcours de formation adaptés terrain et là portés par des tuteurs. Donc on fait la boucle finalement maître d'apprentissage des tuteurs sur nos métiers caristes, manutentionnaires, assistants logistiques et affréteurs exploitants. Plein de choses encore. Un très beau projet, une très belle innovation aussi qu'on est content en tout cas de déployer et de porter au sein du groupe. Eh ben merci Emeline. Rapidement, Guylain, Sylvain, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Rapidement, en 2 mots, l'entreprise est traditionnellement un lieu de pouvoir. C'est comme ça, dans l'imaginaire et en réalité. À nous d'en faire un lieu de responsabilité, où chacun ait sa place. Guylain, de difficile de passer. Je ne vais pas paraphraser ce que tu viens de dire. Voilà, ouais, non, je pense que les entreprises je pense qu'on vit dans un monde qui se polarise. Et je pense que les entreprises ont une responsabilité justement de proposer l'unité et d'être des lieux de vie où les gens ont du plaisir à venir travailler. Et puis moi, pour terminer, pour aller plus avant, j'aurais envie de te proposer, Sylvain, de monter un cercle de pratiques managériales innovantes. Voilà. C'est beau, appel aux candidatures du coup pour faire partie du cercle. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous tourner Exactement, vers j'allais dire. l'AFT. Peut-être qu'on peut faire ça avec l'AFT avec grand plaisir, parce que ce sont nos valeurs et je vois qu'elles sont effectivement partagées. Donc moi, je voulais vraiment remercier les entreprises ici présentes qui ont vraiment témoigné à cœur ouvert, vraiment de leurs pratiques, à toutes celles qui ne sont pas là mais qui ont participé à nos travaux. Je pense que tous ensemble, effectivement, et le mot collectif a été prononcé à plusieurs reprises, et on fait grandir un secteur, on le rend tous ensemble plus attractif pour recruter et fidéliser nos salariés. C'est fondamental, c'est l'objet, je dirais, la mission de l'AFT avec les entreprises, et je vois qu'on arrive à faire des choses très belles et très intéressantes. Et le partage, mot également clé qu'on a prononcé à plusieurs reprises, est là justement pour donner à choisir, à faire tous ensemble. Donc ça, c'est très bien. Et puis les livrables, Solène et ses collègues ont fait un travail remarquable avec l'ANACT, avec les entreprises, pour justement donner à lire ce qui se fait, et puis pour que les entreprises s'en saisissent et fassent également, si elles le souhaitent, pour nous faire grandir tous ensemble. Donc je trouve que c'est juste parfait. Merci. Merci à tous. On aurait pu continuer, je pense, longtemps comme ça. C'était passionnant. Donc, on se retrouve sans doute pour un prochain live. Et d'ici là, n'hésitez pas. Ils sont dispo, vous pouvez les contacter. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.